Bienvenue dans notre troisième numéro de African Cities Voices. Nouvel invité ce soir que je laisserai, selon la tradition, se présenter lui-même. Je suis Pierre Goudiaby Atepa, je suis architecte, ingénieur et je m'intéresse à beaucoup de choses pour le développement de l'Afrique. Ces temps-ci, par exemple, je m'intéresse à ce que j'ai appelé la nouvelle route de l'acier et de l'aluminium pour la transformation sur place, ici au Sénégal, des matières premières, j'allais dire, de l'Afrique de l'Ouest, entre autres. Mais là, aujourd'hui, on est là pour parler d'architecture et j'en suis très heureux. Bon, mais surtout, quand même, légende de l'architecture en Afrique, parce que moi, ça fait longtemps que je connais Monsieur Boudiaby, et donc je suis très fier de vous rencontrer. Ça d'abord, mais vous avez fait dans tous les pays d'Afrique des bâtiments incroyables. Mais disons que puisque l'année dernière, c'était le 50e anniversaire de mon incursion officielle et professionnelle dans le métier. Donc en 50 ans, effectivement, j'ai eu le temps de faire certaines choses en Afrique. Et aujourd'hui, alors, sur quoi travaillez-vous? Aujourd'hui, nous travaillons sur ce que nous avons appelé les nouvelles villes intelligentes. Et nous avons élaboré, nous avons mis au point un concept architecturalo-économique. Nous avons un modèle économique que nous essayons de mettre en place, qui consiste à construire, à créer d'abord, bien sûr, et à réaliser des villes nouvelles qui ne coûtent rien à l'État central. Et comment on fait ça alors? En faisant ce que nous avons appelé de la valorisation foncière. Mais ça, je vous l'expliquerai tout à l'heure, parce que pour nous, c'est très important. J'ai fait une petite incursion dans l'économie. J'ai été pendant un bon moment président de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Mais alors, comment on passe d'architecte à président de la bourse? C'est une bonne question. En fait, dans ma vie, j'ai eu beaucoup de concours de circonstances. Il se trouve que j'ai été le plus gros projet que j'ai fait et qui m'a lancé, c'était la réalisation de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il y a un concours qui a été lancé en 1975 et nous l'avons remporté avec mon associé Sherngom. Et c'était pour la construction du siège de la BCAO. Donc on a remporté le concours et nous avons réalisé la BCAO en 1976, 77, 78. Et il se trouve que c'est des banquiers centraux. Et ça m'a donné un peu le goût de la banque, j'allais dire. Et entre-temps, ils ont créé une bourse. Et j'étais un des actionnaires de la bourse. Et chemin faisant, je me suis retrouvé à la tête de la bourse en tant qu'architecte. Et croyez-moi, on a refait l'architecture un peu de la BRVM et ça a bien marché. Pas l'architecture physique, hein. Et c'est là où j'ai compris que on a beau avoir toutes les belles idées qu'on voulait, mais qu'il fallait savoir en structurer le financement. Et c'est ce qui a fait qu'on a développé ce concept de réalisation de villes nouvelles intelligentes qui ne coûtent rien à l'État, tout au contraire, qui créent non seulement de l'emploi, mais qui créent des métiers, qui créent des sociétés et qui créent également beaucoup de métiers du bâtiment. Donc en gros, non seulement nous nous sommes intéressés à la conception architecturale et urbaine, pour ne pas dire urbanistique, mais également au développement de tout ce qui est dans la ville, à commencer déjà par les matériaux de construction
pour construire la ville. Je vous donne un exemple. Quand nous avons commencé le tout premier modèle, qui est Kitoko pour l'extension de la ville de Kinshasa, je leur ai dit, écoutez, moi, si j'étais quinois, j'allais trouver un terrain pour cultiver du bambou. Pour que dans 4 ans, quand il faudra faire le carrelage, eh bien qu'on prenne des plaques de bambou pour faire le sol. Il y a également que, vous savez qu'avec les technologies qui ont évolué, vous pouvez faire du fer à béton avec de la laine de verre. Bon, c'est toutes ces choses-là qu'il faut créer a priori pour que ce soit les Africains eux-mêmes qui construisent leur ville. Bien sûr, avec l'apport des autres, bien sûr, mais ce que nous leur disons, c'est plutôt que de faire importer des portes et fenêtres dans un pays comme le Congo où vous avez beaucoup de bois, eh ben, il vaut mieux créer, voir avec des gens qui ont déjà des unités de fabrication de bois, de fenêtres et de portes, et les impliquer dans la réalisation dans le pays de tous les matériaux de construction. Il en est de même jusqu'au verre, parce que vous savez, quand j'ai commencé ma carrière, on nous disait qu'il fallait construire avec des matériaux locaux, de le bon vieux temps. Et déjà, je m'étais insurgé contre ça. J'avais dit non, écoutez, vous voulez qu'on reste là à faire des choses avec de la terre stabilisée. Pendant ce temps, vous nous prenez nos verres, parce que le verre, vous nous prenez nos verres, vous nous prenez notre bauxite pour faire de l'aluminium. La bauxite fait 15 000 kilomètres pour aller jusqu'à Dubaï, se faire transformer et refait 15 000 autres kilomètres pour être vendu au Sénégal et dans la sous-région. Il en est de même pour le minerai de fer. Vous savez que le fer, dans l'architecture moderne, le fer entre au moins pour 25-30% aujourd'hui. Eh bien, le fer, il vient, pour la plupart, du minerai de fer de Sierra Leone. Si on prend cet exemple-là, ils font 18 000 kilomètres pour le transformer en Chine. En fer, qui peut nous revenir en fer à béton, 18 000 autres kilomètres pour nous parvenir ici. Ça fait 36 000 kilomètres. Mais comment on arrive à cette absurdité? Mais parce que je pense que les gens n'ont pas assez réfléchi. Et c'est là où nous avons apporté peut-être quelque chose en disant aux gars, écoutez, arrêtons. Nous avons découvert du pétrole et du gaz en abondance au Sénégal. Et cette fameuse alliance que nous appelons de tous nos voeux, que nous avons appelée la nouvelle alliance de l'acier et de l'aluminium, voudrait que nous prenions à 800 km d'ici. À 800 km d'ici, vous avez le port de Pepel, en Sierra Leone. 850 km, vous l'amenez à Dakar. Aujourd'hui, à partir de cette année, 2024, nous allons avoir du gaz, en qualité et en quantité. Donc, notre schéma, et ce sur quoi nous travaillons, c'est de faire du Sénégal, de Dakar en tout cas, un peu sur la côte, un hub sidérurgique, pour que nous puissions prendre ce minerai-là, dire aux gens, au lieu de faire 18 000 km et 18 000 km pour nous revenir, on fait moins de 1000 km aller-retour. Alors donc, ce sont ces choses-là que nous prenons globalement et nous y intégrons un concept architectural qui nous fait créer des villes nouvelles pour demain, intelligentes et qui ne coûtent rien à l'État. Et l'État achète? Mais l'État n'a même pas acheté. Tout ce qu'on leur demande, c'est d'approuver le projet. Et est-ce que les États jouent le jeu? Oui, pour le moment, nous en avons, par la grâce de Dieu, 5 que nous développons. Ça avance bien dans 2. Bon, dans 3 ou dans le 3e, on vient de commencer.
Il y en a un qui prend du temps, mais enfin, il faut donner également le temps aux gens de comprendre le modèle économique, ce qui n'est pas toujours facile. Mais alors, si je vais dans le détail un petit peu concrètement, quelle est l'astuce qui vous permet finalement de ne pas faire pression sur les finances des États, mais de financer la ville? L'astuce vient d'un seul mot. Je vous prends l'exemple de Kitoko, qui sera l'extension de la ville de Kinshasa. D'abord, il faut savoir que toutes les capitales africaines, pratiquement toutes, vont voir leur population doubler dans les 20 à 25 ans. Kinshasa, c'est le modèle que nous avons pris, à 18 millions. Il avait 18 millions quand on avait 16 millions quand on a commencé. Ils sont à 18 maintenant. Ça fait 5 ans qu'on travaille sur le sujet. Kinshasa a 18 millions d'habitants. Dans 20 ans, 25 ans, Kinshasa aura 36 millions d'habitants. C'est la population de Pékin. Vous faites quoi? C'est de l'implosion. Alors le schéma, nous avons pu convaincre les autorités, et plus particulièrement le président Tshisekedi. Nous lui avons dit, Monsieur le Président, voilà la situation. Kinshasa va voir sa population doubler dans les 25 ans. Nous vous proposons, à 50 km de Kinshasa, un peu plus, à Lansele, qui est à 10 km de l'aéroport de Ndjili. Je dis, Monsieur le Président, vous nous donnez 30 000 hectares. C'est 2 fois Paris. Nous allons le couper en 3. Nous prenons un dixième, 10 000 hectares, pour créer ce que nous avons appelé l'agropole. C'est-à-dire que nous allons y mettre tous les pays, je ne veux pas dire paysans, mais tous les exploitants agricoles qui sont sur place. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse comme dans certains pays, où on vient, on vous dit déguerpissez, allez chercher ailleurs, nous faisons une ville nouvelle. Non. Nous vous disons, écoutez, vous allez prendre un tiers de l'espace que vous occupez, nous allons vous pousser un peu. Nous allons vous donner de quoi faire de l'agriculture intensive. Nous allons vous donner le matoche, comme dirait l'autre, qu'il faut pour que vous puissiez avoir une agriculture plus rentable pour nourrir la ville que nous allons créer dans les 2 tiers de vos sols qui restent. Bien sûr, il y a une indemnisation qu'on fait, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans la zone de Lansele, le coût du terrain est de 10 dollars le mètre carré. En tout cas, quand on a commencé, il était de 10 dollars. Dès l'instant où vous faites une ville nouvelle, et c'est là la petite astuce, nous avons dit au président, écoutez, on vous demande une seule chose, qu'il vous plaise de décréter que cette ville nouvelle-là sera la nouvelle capitale administrative. La capitale économique, c'est Kinshasa. La capitale politique, c'est Kinshasa. Dans le cas du Cameroun, ce serait peut-être Yaoundé et Douala. Mais nous, la capitale administrative, nous voulons que ça se passe là-bas à Lansele. Donc, si vous nous donnez les 30 000 hectares, les 10 000 donc pour regrouper tous les paysans qui sont là, les 20 000 hectares, vous les divisez en 2. Puisqu'on veut une ville verte, vous avez 10 000 hectares pour les voiries, les réseaux divers. Bon, vous savez que normalement, on prend 35%, mais dans ce cas précis, on prendra 50%. Et les 10 000 hectares qui restent, vous les mettez dans une SPV, Special Purpose Vehicle. Vous en faites une société. Nous créons la société d'études, de développement, de réalisation, de commercialisation et de gestion de la ville nouvelle. Et c'est cette SPV-là qui va donner les garanties aux promoteurs. Parce que ce que vous devez savoir, et je donne toujours ça comme exemple, quand il y a 40 ans, nous avons acquis une petite propriété aux Almadies d'1 hectare. À l'époque, c'était 1,5 hectares que nous avions acheté à l'équivalent de, c'était 42 millions de francs CFA, ça fait peut-être 80 000 euros.
avons acheté il y a 42 ans, 43 ans. Ils ont pris un tiers, il restait 1 hectare. Eh bien, l'hectare là que j'ai payé 42 millions, aujourd'hui, il a une valeur de 17 milliards. Et c'est ça qui nous a mis la puce à l'oreille. J'ai dit, attendez, ce schéma-là, il est extraordinaire. Si aujourd'hui, l'État met 10 000 hectares dans cet SPV, ces 10 000 hectares aujourd'hui, en projection, ont déjà une valeur de 20 milliards de dollars. Or, pour faire toutes les infrastructures de la ville, je n'ai besoin que de 10 milliards, y compris des logements, peut-être 50 000 logements pour les fonctionnaires, qui pourraient acquérir leur logement à 20% de sa valeur. Donc, c'est cette structuration-là qui est très importante et c'est ce qui a fait que le modèle économique a plu et nous en sommes à notre 5e ville nouvelle, intelligente, capitale administrative. Parce qu'encore une fois, ça vous permet de regrouper toute l'administration, d'en faire une administration intelligente. Et à l'heure de l'intelligence artificielle, vous comprendrez bien que pouvoir gérer toute une administration à partir d'un lieu bien donné, intelligent, c'est ce qui va donner l'intelligence à la ville et aux autres villes. Bien sûr, après, il faudra les connecter à ce que nous avons appelé les villages intelligents, parce que ça ne sert à rien que la capitale soit intelligente et que les autres. Et pour les villages intelligents, nous travaillons sur le concept de cybercase, par exemple, entre autres, pour que les villages soient connectés directement et puissent profiter de l'intelligence, de la nouvelle intelligence des villes. C'est pas normal que les villes deviennent intelligentes dans 5 ans, 10 ans, et que nos villages ne suivent pas. Donc voilà en gros le concept que nous développons actuellement. Nous le développons pour la ville de Kinshasa. Nous avons fait une offre pour la ville pour l'Angola, Futuro. L'Angola donc c'est la capitale Luanda, où le mètre carré est à 3 000, 4 000 euros. Donc là, dans ce cas précis, nous avons fait une proposition autour d'un lac et pour 0 francs, nous avons besoin que d'une autorisation pour lancer le projet. À côté de chez nous, le premier que nous allons lancer effectivement parce qu'ils ont été plus rapides que les autres, c'est la ville de Lungi. La ville de Lungi, c'est là où il y a l'aéroport de la Sierra Leone. L'aéroport est à Lungi et la capitale est de l'autre côté, à Freetown. Et là également, nous sommes en train de travailler pour la réalisation déjà du pont qui doit relier l'aéroport à la capitale. Mais là également, il y avait une erreur fondamentale qui était commise. Parce que les autorités cherchaient à faire le pont pour relier la capitale à l'aéroport. Je leur ai dit, écoutez, vous avez tout faux. Vous ne reliez pas la capitale à l'aéroport. Le pont sert à l'extension de la capitale et quand vous aurez le pont, nous allons désengorger la capitale. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement avec Lungi New Administrative Capital City. Bon, moi je pensais qu'on allait évoquer vos vieux projets. Je vois que vous avez des milliers de projets. Ah oui, non, les vieux projets, ça c'est passé, c'est passé, mais c'est toujours là. C'est toujours là, mais quand même, j'aimerais quand même revenir sur comment est-ce que, alors vous nous dites, il y a eu un premier grand projet d'une banque. Je reviens après, on revient sur les villes. Oui. Mais je peux pas vous laisser comme ça. Et quand on regarde votre œuvre, vous avez fait qui l'aéroport, qui ceci et tout. Comment est-ce que quelqu'un qui vient du Sénégal, il y a 50 ans, se retrouve avec finalement un réseau gigantesque? Je vais vous dire, Donnez-moi le secret. C'est d'abord ma passion pour l'Afrique. Je suis un passionné de l'Afrique. Et également ma conviction que l'Afrique doit être faite d'abord par les Africains. Ça veut pas dire qu'il faut de l'autarcie, non. Il faut que les Africains s'impliquent sur leur continent.
Et pour moi, ça a été une conviction dès le début. J'ai eu une très grande chance. J'ai côtoyé le président Senghor quand je suis rentré. Et je me souviens de la première fois que je l'ai vu, j'étais tout jeuneau. Bien, je dis, Monsieur le Président, il me dit, bon, alors, je dis, je suis le premier architecte à être entré, il faudrait m'aider. Il me regarde, il me dit, Yalla Yalla Bay Satol. Ça veut dire qu'il faut d'abord que tu cultives ton champ. Et j'ai commencé à le cultiver. Et l'autre chance que j'ai eue d'avoir rencontré Senghor, c'est que c'est un homme du monde par excellence. La deuxième chance que j'ai eue, c'est que le concours que nous avons gagné, la Banque centrale appartenait à 8 États. Et pour l'inauguration, justement, bon, ils avaient invité tout le monde. Et tous les chefs d'État qui étaient là ont vu des jeunes architectes africains qui faisaient une tour de 23 niveaux à l'époque. Pour rappel, Dubaï, quand nous avons fait la tour de la BCAO, Dubaï, l'immeuble le plus haut, il avait 10 étages. Et également pour vous montrer que nous avons stagné. Et c'est ça que je regrette. Jusqu'aujourd'hui, la Banque centrale est l'immeuble le plus haut de Dakar. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. 48 ans après, nous avons manqué d'ambition et d'audace. Et c'est ce que j'essaie de mettre aujourd'hui dans les nouveaux projets que je fais. C'est pour cela que je parle d'une île artificielle à la Dubaï. Ah, on va y venir, ça, à la Dubaï. Voilà, donc nous voulons libérer les énergies, libérer les gens, la conception architecturale, libérer le développement de nos villes en faisant des villes modernes, comme dirait Senghor, enracinement et ouverture au flux extérieur, mais enracinement d'abord à nos valeurs. Mais pourquoi des parcours comme le vôtre, il n'y en a pas des dizaines? Vous êtes une exception. Non, c'est vrai. Oui et non. Bon, en architecture, hein, dans les autres domaines, il y a bien sûr. Mais en architecture, alors maintenant il y a quelques stars, mais qui ne sont pas sur le continent africain, hein, qui vivent absolument, à Berlin. Mais encore une fois, je crois que c'est peut-être d'abord ce que je vous ai dit, ma passion pour l'Afrique qui a fait que j'ai été voir c'est moi qui me suis déplacé souvent pour leur dire je vous fais tel projet. J'avoue que nous avons une méthode qui est un peu différente. Nous n'attendons pas qu'on vienne nous dire Goudiaby, Pierre, faites-nous ceci, faites-nous cela. Moi, je viens avec ma proposition et je dis voilà. Cas de Kitoko, personne ne me l'a demandé. J'ai regardé, bon, vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai été l'architecte du maréchal Mobutu, paix à son âme. Et connaissant Kinshasa et connaissant l'Ansele, où feu le maréchal me recevait, quand le président Tshisekedi devait venir ici et qu'un ami m'a dit il faut lui faire une proposition de quelque chose, j'ai dit bien, monsieur le président, Kinshasa va exploser dans 30 ans, dans 10 ans même. Pourquoi ne pas faire quelque chose à l'Ansele? Il m'a dit vas-y. Donc nous avons pris le soin de préfinancer les études, c'est ce que nous faisons souvent, parfois à perdre, mais c'est les règles du jeu. Et nous faisons des offres spontanées. Tout comme, par exemple, je vous ai donné l'exemple de Lungi, quand on m'a dit de travailler sur le financement du pont, qui grâce à Dieu est acquis aujourd'hui, je leur ai dit non. Pour avoir le financement, il faut faire une ville nouvelle. Mais pour faire la ville nouvelle, je leur ai pas dit lancez un appel d'offres, faites ceci, ils n'ont pas d'argent. J'ai dit non, moi je préfinance un concept, je préfinance le projet qui va nous permettre d'aller voir les bailleurs de fonds pour leur dire voilà, et mieux, avec le schéma économique, avec le modèle économique que nous avons mis en place, on n'a besoin de rien. On a besoin au départ de faire une société avec un capital peut-être de 15-20 millions de dollars pour organiser la promotion. Donc c'est peut-être ça la recette Goudiaby, c'est que si je comprends bien,
vous, dans ces grands projets, les premiers projets, vous n'avez pas attendu qu'on vienne Ah non, vous non, demander, non. vous êtes allé proposer. Je fais ce que j'appelle des offres spontanées. Et pendant toute votre carrière, vous avez fait comme ça. Tout ça, là, au moment où je vous parle, j'ai un chef d'État d'un pays ami qui va arriver dans quelques jours. J'attends pas qu'il arrive. Je sais qu'il va venir. Je sais que je vais le voir. J'ai déjà mon rendez-vous. Et je ne veux pas le voir pour lui dire, j'aimerais faire ceci avec vous. Je préfère venir lui dire, Monsieur le Président, ma réflexion m'a amené à envisager d'eux et je sais que ça fait partie de vos préoccupations parce qu'on me l'a dit. Ma proposition est là. Voilà comment il faudra faire cette extension de votre capital. Mais alors, si j'essaie de comprendre un peu par rapport à la position de l'architecte, c'est qu'on a parlé financement, on a parlé foncier, on a parlé réseau urbain, on a parlé marketing. Euh, et donc, finalement, est-ce que l'architecture serait la partie facile dans le dessin de la ville Oui, c'est la partie la plus facile. il faut la faire quand même. Mais elle est importante, c'est la plus importante, c'est la plus facile pour moi. Technicien d'architecture. Mais combien d'architectes ont fait des conceptions qui dorment dans les tiroirs? Moi, j'essaie de faire de sorte que tout ce que nous proposons puisse avoir au moins une petite chance d'être réalisé. Et pour avoir la chance d'être réalisé, il faut un schéma économique qui puisse prouver la viabilité à tous écarts de la ville. Mais alors, est-ce que c'est Pierre Goudiaby architecte, Pierre Goudiaby chef d'entreprise, Ingénieur. ou Pierre Goudiaby politique ou politicien? Mais c'est tout ça, c'est Est-ce tout qu'on ça. a besoin des trois? On a besoin de plus que les trois. On a besoin, c'est global. C'est global. Moi, ma réflexion, elle est globale. C'est peut-être à cause de ça que j'ai peut-être un peu plus de succès que certains. Parce que, en même temps que je réfléchis sur l'architecture, en même temps, je réfléchis sur le volet économique de ce que nous allons faire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Afrique, nous sommes des pays sous-développés et que la création de la richesse elle-même est un élément fondamental dans ce que nous devons faire. C'est la raison pour laquelle, pour convaincre les gens du bien fondé de mon modèle économique, je leur dis, écoutez, vous allez créer une ville nouvelle, mais vous allez faire plus que créer une ville nouvelle. Vous allez créer de nouvelles sociétés avec des gens de chez vous. Parce qu'on va pas être là en Afrique à attendre que les Chinois, les Turcs et autres, même les Français, viennent construire à notre place. Il faut que nous puissions faire émerger cette race d'entrepreneurs du bâtiment. Et c'est un tout. Moi, je me définis comme un architecte du développement. Et c'est ça mon mindset, comme diraient les Anglais. Donc, c'est très clair dans ma tête, tout est global. Tout est global. Donc, en même temps que je dessine la ville que je dessine actuellement, par exemple, je pense déjà à une unité de fabrication de fer à béton avec comment on appelle ça, avec de la fibre de verre. Parce que d'abord, c'est mieux puisque c'est un pays côtier où il y a beaucoup d'embruns marins. Et deuxièmement, je peux installer une unité parce que je sais que la ressource première est dans le pays. Donc, quand je parle encore une fois de faire des parquets en bambou, j'incite les gens, écoutez, nous allons faire une ville nouvelle, plutôt que d'attendre qu'on aille prendre de la céramique ou des carreaux en grès cérame de Chine, eh bien, commencez à planter des bambous pour que nous puissions faire des parquets en bambou. Mais bon, à vous écouter, on a envie de signer tout de suite. Ah, il y en a qui signent tout de suite. Non, mais parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai et c'est plus facile qu'il n'y paraît. Oui, mais pourquoi
pourquoi je reprends le bambou, par exemple, pourquoi Oui. on ne fait pas ça Parce que les gens ne sont pas curieux. Ils ne savent pas. Moi, vous savez, je dis aux étudiants et aux élèves surtout, je leur dis, vous savez, de mon temps, d'abord on calculait, on faisait les calculs avec la régale calcul, hein. Mais je leur dis aujourd'hui, vous avez un instrument extraordinaire. J'ai écrit un livre qui s'appelle Oser, qu'on a publié il y a 10 ans. Et je disais là-dedans qu'il fallait revoir tous les fondamentaux. C'est un peu d'ailleurs ce que tu disais tout à l'heure. Vous savez, avec cet outil-là, on peut tout savoir. On n'a plus le droit de ne pas savoir. Et quand on a cet outil-là, qu'on le met à l'architecture, à l'environnement, à l'urbanisme, etc., mais c'est fabuleux ce qu'on peut faire. C'est fabuleux. Et je voudrais qu'on ne se contente pas uniquement de ce qu'on a appris, parce qu'on peut apprendre tous les jours. Cet outil-là nous permet de développer des choses extraordinaires. Je suis, comme vous le savez, le président du Club des investisseurs du Sénégal. Et à cet effet, ça fait 1 an aujourd'hui que j'ai pris les rênes du Club des investisseurs du Sénégal. Et j'ai dit à mes gars, on va plancher sur un programme quinquennal de 9 milliards de dollars sur des choses que j'ai apprises dans ça. Je vous ai parlé de l'aquaculture tout à l'heure. Nous avons décidé de faire une mine pour une raffinerie d'or. Mais c'est de la logique. Je prends ça, je vois comment ça se fait. Et j'ai fait un projet qui a été validé par la Banque mondiale pour faire une raffinerie d'or. Au Sénégal, c'est du common sense. Parce que je suis allé chez mes amis suisses. Je leur ai dit, écoutez, vous nous prenez 16 tonnes d'or par an. Et c'est d'ailleurs ce que vous dites, hein. Parce que c'est vous, on vous prenez, après vous nous dites, ah, on a pris 16. Je suis sûr que c'est beaucoup plus. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas de leur faute. C'est de notre faute. Je leur dis, mais écoutez, je vous mets au défi de faire une raffinerie d'or et de demander à Rolex que le bracelet là que je porte, la Rolex là, au lieu de nous prendre l'or brut, que vous puissiez nous commander des boîtiers de Rolex et nous aider à faire une raffinerie d'or. C'est comme ça que vous allez participer au développement. Et c'est ce genre de discours et c'est ce genre de réflexion, y compris pour les villes, qui va nous faire sortir de la pauvreté. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça. Vous pouvez être un architecte talentueux, mais vous servez à quoi si 90% de vos compatriotes vivent dans la misère, qu'ils n'ont pas d'eau courante, qu'ils n'ont pas d'électricité? Vous servez à quoi? À faire de beaux bâtiments. Et c'est pour cela que je vous dis, moi, le fait de faire des beaux bâtiments, c'est le moindre de mes soucis. Mais, ceci dit, c'est important. Mais bien sûr. Parce que c'est ce que j'ai appris quand même. Non, mais enfin. Mais alors, mais quand même, est-ce que les écoles jouent leur rôle? Est-ce qu'on forme des c'est là où le bas blesse. Bon, j'avoue que une des choses que je n'ai pas encore faites, et j'espère que Dieu me donnera un peu de temps pour pouvoir le faire, c'est de créer une école d'architecture pour pérenniser un peu, ou en tout cas pour mener ce genre de réflexion, qu'on ne se contente. J'ai une chance extraordinaire, c'est celle d'avoir fait mes études aux États-Unis. Parce que là, on vous apprend pas à aller devant le palais de justice pour faire... Non. On vous donne la liberté, on vous donne toutes les libertés que vous voulez. J'ai eu cette chance-là et j'aimerais bien pouvoir développer une école d'architecture avec cet esprit de liberté, de réflexion, avec des choses qui parfois n'ont rien à voir avec l'architecture, mais ont tout à voir avec l'architecture.
C'est pas pour rien que, bon, notre métier, quand même, quand on parle du Tout-Puissant, on dit l'architecte suprême. C'est le seul métier, d'ailleurs. Donc, il faut qu'on prenne de ça pour pouvoir installer une nouvelle réflexion de l'architecture. Pour moi, l'architecture africaine, elle est d'abord, il faut qu'elle soit généreuse, en ce sens que non seulement elle prévoit les espaces qu'il faut, mais également et surtout qu'elle permette à l'homme de s'épanouir dans tout azimut. Et encore une fois, quand je décide de faire une ville nouvelle, pour moi, les dessins, bon, quand on va se quitter, je retourne au bureau, c'est bien. Il faut les agencer pour que ça fonctionne. Mais il fallait au-delà de ça. Comment créer 100 000 emplois dans ce pays-là autour des métiers d'architecture. C'est notre responsabilité également. Parce qu'encore une fois, c'est nous qui disons ce qu'il faut faire. Si encore une fois, pour reprendre le bambou, j'ai créé d'ailleurs un site, il y a un site que j'ai fait, je suis en train de créer une société Bamboo Business. Parce que tu le sais peut-être pas, mais avec le bambou, tu peux faire des tissus. Donc, c'est cette vision, j'allais dire, holistique de l'architecture que je voudrais mettre en exécution. Et ceci en passant par des villes nouvelles, intelligentes. Il faut par exemple, et là à la fin de ce mois-ci, c'est pas un secret, je peux en parler, on a une conférence virtuelle avec les Nations Unies pour parler un peu de l'intelligence artificielle. Quel avenir pour l'Afrique? Et moi, j'ai décidé de parler de l'intelligence artificielle, quel impact sur les villes de demain? Est-ce qu'il ne faut pas africaine, hein, il ne faudrait pas que nous soyons les derniers à nous réveiller, parce qu'il y a des milliers qui vont disparaître. Tu le sais mieux que moi. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour cela, encore une fois, pour revenir à notre Smart Island, je souhaite encore une fois que Smart Island soit le début de tout ça, mais que dans chacune des villes nouvelles que nous faisons, qu'il y ait une tour digital tower. Et dans cette tour-là, on va faire de la formation, on va faire de la réflexion, de la prospective. On ne fait pas assez de prospective en Afrique. Mais alors, est-ce qu'on peut être un peu plus précis sur le projet que j'ai eu la chance de découvrir au large de Dakar, qui deviendra le point le plus à l'ouest du continent? Absolument. Il est à l'ouest. À l'ouest et qu'il a la forme de l'Afrique. C'est en fait un résumé de ce que cette pointe-là est. C'est la partie la plus à l'ouest, c'est ça? De l'Afrique. Et sous forme de l'Afrique, j'ai voulu qu'on concentre toute l'intelligence moderne. Je voudrais que Google y soit, Amazon, Sony, pourquoi pas, pour ne pas parler que de ces marques-là, etc., qu'on y développe une stratégie globale avec des relais dans chaque pays. Et c'est pour cela que je préconise que dans chaque pays, qu'on ait un endroit dédié à l'intelligence artificielle, dédié au digital. Parce que nous sommes déjà dans la civilisation du digital, qui est en train de tout bouleverser, et qui va encore plus tout bouleverser. Et c'est là où je trouve que nous n'avons rien compris. Nous qui continuons à enseigner comme on m'a enseigné il y a 70 ans. C'est pas possible. C'est pas possible, les choses ont changé. Donc, à partir de là, il faut qu'on redéfinisse tout, qu'on reprenne tous les fondamentaux. Parce qu'il n'y a plus rien. Tu me donnais tout à l'heure des exemples. Je t'ai donné l'exemple de mes petits-enfants, qui comprennent ça mieux que moi. Et on continue à dire, allez au tableau noir, faites ceci, faites cela. C'est ridicule. C'est ridicule. Quand ma petite fille, elle vient d'arriver, Zara, elle prend mon truc, elle met son YouTube, elle le met, elle se met à danser. Celle-là, tu veux qu'elle fasse encore 10 ans à apprendre? Non, attendez.
attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, c'est un des gros problèmes qu'on a quand même, effectivement, quand on voit la structure de la population en Afrique subsaharienne aujourd'hui. Des gens qui sont nés avec le digital, alors que nous-mêmes ne sommes pas nés. Par contre, c'est nous qui allons légiférer. Et donc là, je rejoins totalement ce qu'il y a. Mais il faut qu'on reprenne les fondamentaux qui ont changé. Qui ont changé. Les fondamentaux ont changé fondamentalement. Et on est là à regarder. Mais alors, c'est la réflexion. Il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut réfléchir, discuter ouvertement. Et discuter de ces choses-là, parce que malheureusement, dans un pays comme le Sénégal, et c'est des Sénégalais qui sont là, qui m'entendent, on ne parle que politique. On ne parle pas de développement. On parle que politique, on parle pas on réfléchit pas, par exemple, sur l'avenir de l'éducation. Mais c'est hallucinant ce qui se passe. Nous sommes en train de prendre des retards extraordinaires. Le monde bouge. Regardez ce qui se passe en Asie. Le Vietnam, il n'y a pas longtemps, bon, j'étais encore aux États-Unis pendant la guerre du Vietnam. Regardez le bon qualitatif qu'ils ont fait. Nous, on est là. Bon, enfin. Ça, c'est un autre sujet. J'aimerais revenir sur une chose. On a parlé beaucoup, et il y a beaucoup de tours dans vos projets. Je reviens sur un fait architectural. Oui. Et donc, est-ce c'est la symbolique de la modernité? Oui, je vais vous dire. Vous savez, moi, je suis réaliste. Aujourd'hui, tu demandes à un Sénégalais où est-ce qu'il veut aller. Il veut aller à Dubaï. Parce qu'il y a les tours. Je dis, bon, moi, je vais te faire des tours ici. Comme ça, tu restes ici. C'est tout. Sans complexe aucun. Qu'on fasse des tours, comme tout le monde. Et qu'on fasse également autre chose. Mais qu'on fasse les tours. Moi, je veux faire les plus belles tours du monde. Et les faire sur l'eau. Par exemple, il y a le palme. Je t'ai pas montré, mais je vais te montrer le baobab de l'océan. Il y a le palme à Dubaï, il y aura le baobab de l'océan à Dakar. Et comme j'ai dit, et je t'ai expliqué, quand on prend par exemple Adil, Smart Island, Adil, Smart African Digital Island, créer cette île artificielle, je ne parle pas des superstructures qui sont là-dessus, rien que le terrain. Eh bien, le terrain, il coûte 2 fois moins cher que le terrain normal aux Almadies. Alors, vous faites quoi? Ben, amusez-vous. Amusez-vous. J'ai fait un petit calcul. En développant l'île, 100 hectares, l'île artificielle. L'île artificielle, pour la développer, y compris les voiries et l'assainissement, va nous revenir à 850 millions de dollars. Dès qu'on a fini, ou même avant même de finir, si on le met sur le marché et qu'on le vend, on sort 1,850 milliard de dollars. Donc une plus-value d'1 milliard. C'est ça. Et c'est le fruit d'une réflexion. Il faut réfléchir. Réfléchir. C'est les eaux territoriales sénégalaises. Ah oui. Bon, là maintenant, je suis en train de négocier avec la mairie pour qu'on développe, parce que ça s'est jamais fait chez nous. Qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai dit à la mairie, bon, on va travailler ensemble. L'île ne va pas m'appartenir, elle va nous appartenir à nous, aux sociétaires qui viendront pour la société, mais surtout à vous, la municipalité. Le fait de nous donner l'autorisation de construire, de créer un foncier nouveau, vous en tirerez beaucoup de redevances. Donc voilà, encore une fois, pour revenir à l'architecture globale, c'est de ça qu'il s'agit. Parfait. En tout cas, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez encore nous dire sur certains des projets? Moi, je suis complètement, justement, surpris par la quantité astronomique de nouveaux projets que vous avez. Oui, mais on peut pas.
Et vous serez étonné, on est combien au bureau? On est un nombre très réduit, mais on travaille nuit et jour. Je vais vous quitter là, et ils sont encore au bureau parce qu'encore une fois, on doit sortir quelque chose. Dernière question. Mais il y a quand même quelque chose que je dois dire. Quand nous sortons ces projets-là, nous disons toujours à l'autorité. Nous nous définissons comme des agitateurs d'idées. Et on voudrait développer toutes ces idées-là et tous ces projets-là avec vos architectes, avec vos ingénieurs, avec vos techniciens de l'informatique, avec tout. Il faut que ça vienne de chez vous. C'est ça, nous, qui fait que quand on vient, on est accepté. Bon, j'ai eu la chance d'avoir dirigé pendant 6 ans, un peu plus, l'Union des architectes d'Afrique. Donc, je les connais un peu pratiquement tous. Et quand je viens dans un pays, je leur dis, n'ayez pas peur du gros caïman qui arrive là. Non, le caïman, il est là, mais il est là pour vous organiser. Quand je viens avec une ville nouvelle, j'ai dit, c'est un concept. Il est clair que 70% des bâtiments que vous voyez, c'est vous-même qui allez les faire, vous allez les changer, etc., etc. Et c'est très important, il faut partager. Et nous avons une petite expérience, bon, qui, grâce à Dieu, date de 50 ans, et ça continue, et on voudrait la partager avec les autres. Est-ce que ce partage, sous quelle forme vous le faites? Ben là, par exemple, je vous donne l'exemple c'est pas de l'archi... Aussi, c'est du pont que nous allons faire et de la ville nouvelle de Lunghi. Il n'y a pas de souci, puisque c'est nous qui structurons. Bon, c'est notre projet. Mais j'ai dit au président, monsieur le président, je veux rencontrer le président de l'ordre des architectes de Sierra Leone. Je veux rencontrer le président de l'ordre des ingénieurs. Il me dit, ah bon? Je dis oui, parce que je ne veux pas le faire seul. Je ne veux pas vous amener. Vous venez qu'ils viennent. Ils sont venus à Dakar. On a passé 3 jours ensemble et je leur ai dit, moi, j'essaie de structurer avec mon cabinet, mais c'est à vous de travailler. C'est vous, parce que il faut que les Africains et que les chefs d'État également fassent confiance à l'expertise nationale. Moi, je suis écœuré quand je vois que il y a presque 50 ans, nous avons fait la BCAO. Il y avait que des ingénieurs et des ouvriers africains. Et que 50 ans après, nos chefs, quand ils font quelque chose, ils disent non, je donnerai pas de nom parce que je travaille avec eux. Mais enfin. Et cette expertise-là, si vous ne leur faites pas confiance, la confiance est à la base de tout. Si vous amenez vos architectes, vous les réunissez, écoutez, on va vous faire travailler, ou vous prenez vos entrepreneurs, vous leur dites, il y a peut-être des choses que vous ne pouvez pas faire. Mais voyons ce qu'on peut faire avec les autres pour que vous puissiez vous enrichir des autres, mais que vous preniez vos responsabilités. Et pour terminer, je prends un exemple très concret. Le G7 a décidé de mettre 600 milliards de dollars pour contrecarrer l'influence d'un pays que je nommerai pas en Afrique. Quoi faisant? En voyant comment développer des énergies une coopération avec des industriels européens ou en tout cas des pays membres du G7. Mais c'est extraordinaire. Mais on n'en fait rien. Je n'ai vu aucun chef d'État qui a appelé les gens pour dire « Hey, il y a le G7 qui met 600 milliards, qu'est-ce qu'on fait avec eux ?» On vient d'un sommet à Riyad, où j'ai eu la chance, bien sûr, d'être en contact, disons, avec Sa Majesté le prince MBS, qui a décidé de mettre 50 milliards de dollars dans le cadre de la coopération avec l'Afrique. Mais personne ne vient avec un projet. Et il l'a dit, les 50 là, si vous les utilisez, j'en remets 50 autres, et encore 50, et encore 50 jusqu'à 200, et je vais voir ce qu'on va faire. Mais il n'y a aucun problème, il y a aucune proposition sur la table.
Donc, c'est pour cela que je vous dis qu'il faut que les architectes libèrent leurs énergies et on ne peut pas se payer le luxe, quand on est architecte africain, de ne faire que de l'architecture. Parce qu'on a une chance extraordinaire, c'est d'avoir cette ouverture d'esprit. Et encore une fois, l'architecte, eh bien, c'est celui qui peut prendre tout et en faire quelque chose d'harmonieux. Alors, qui seraient les jeunes collègues en Afrique qui vous font croire en l'architecture et en l'avenir de cette architecture? Est-ce qu'il y a 2-3 personnes que vous suivez comme ça et qui s'inscrivent dans cette lignée Non, bon, je parle toujours de mon ami Guillaume Kofi, mais bon, il n'est pas si jeune que ça aujourd'hui. Et il y en a d'autres. Mais je voudrais que vraiment qu'il y ait une génération, une nouvelle race, mais qu'il n'ait pas peur et surtout, avec cet outil-là, il n'y a plus rien qui ne puisse pas se faire. Mais qu'ils aillent au-delà de l'architecture. J'ai organisé ici il y a 35 ans, Africabat. Et je leur lançais déjà aux architectes le défi de faire de la production des matériaux de construction une de leurs priorités. Je n'ai pas été entendu. Si bien que jusqu'aujourd'hui, regardez tout ça là, ça vient de Turquie. Ça vient de Chine. Ça vient de je ne sais où. On ne peut pas continuer comme ça. Non, c'est sûr. Dernière petite question sous forme de boutade. On est en période de Cannes. Alors le Sénégal, champion d'Afrique ou alors... Mais bien sûr, on va mettre une deuxième étoile à notre palmarès. Bon, en tout cas, c'est bien parti. On souhaite en tout cas merci beaucoup. Au Sénégal de mettre cette deuxième étoile. Pierre, un grand merci. Mais puisque tu vas au Maroc, tu es marocain? Non, je suis suisse. Tu es suisse. Bon, on va dire. Je suis souvent. Bon, on va dire que tu es suisse marocain. Mais en tout cas, les Marocains, puisque tu travailles beaucoup là-bas, nous ont rempli de bonheur en allant jusqu'aux demi-finales. Ça, c'était extraordinaire. Mais c'est pas pour cette raison que je vais prier pour qu'ils prennent la coupe. La coupe, elle revient à Dakar. En tout cas, merci. C'est moi. Merci beaucoup. Ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir converser. Merci beaucoup. Nous arrêtons là. C'était un podcast de l'African Cities Lab qui s'appelle African Cities Voices et nous nous retrouvons à la prochaine édition. Merci.